Mon grand-père était un terroriste. Il s'occupait de son champ, arrosait les roses de la cour, fumait des cigarettes avec grand-mère sur la plage jaune, étendu là, comme un tapis de prière. Mon grand-père était un terroriste. Il cueillait des oranges et des citrons, allait pêcher le matin avec les gars du village. Et quand il menait son cheval pie chez le maréchal Ferrand, il chantait pour se donner du courage. Mon grand-père était un terroriste. Il se préparait une tasse de thé au lait, s'asseyait sur sa terre verdoyante, douce comme de la soie. Mon grand-père était un terroriste. Il quitta sa maison, la laissant aux autres qui arrivaient. Il posa de l'eau pure sur la table pour qu'il ne meure pas de soif après la conquête. Mon grand-père était un terroriste. Il alla trouver refuge dans la ville la plus proche, aussi vide que le ciel triste, déserte comme un campement abandonné, obscur comme une nuit sans étoiles. Mon grand-père était un terroriste. Mon grand-père était un homme qui faisait vivre une famille de 10 personnes. Son seul luxe était d'avoir une tente avec un drapeau bleu aux couleurs de l'ONU, fixé tout en haut du piquet rouillé, sur une plage près d'un cimetière. Nuit sans étoiles, je me tourne et me retourne. La terre tremble. Je tombe du lit. Je regarde par la fenêtre. La maison d'à côté n'est plus debout. Elle gît au sol comme un vieux tapis, tombé à terre, piétiné par les missiles. Des pantoufles volent çà et là, échappées de pieds sans jambes. Je ne savais pas que mes voisins avaient toujours cette petite télé. Et sur leur mur, ce vieux tableau. Je ne savais pas que leur chatte avait eu des chatons. Les rues de ma ville n'ont pas de nom. Quand un Palestinien est tué par un sniper ou par un drone, on donne son nom à la rue. Voilà la meilleure méthode pour que les enfants apprennent bien à compter. Compter le nombre de maisons ou d'écoles détruites, le nombre de mères et de pères blessés ou jetés en prison. En Palestine, les adultes utilisent leur carte d'identité seulement pour ne pas oublier qui ils sont.
J'aimerais me réveiller un jour dans un monde sans coupure de courant. J'aimerais entendre le chant des oiseaux, sans bruit de tir, ni bourdonnement de drone. J'aimerais que mon bureau m'appelle, qu'il m'exhorte à reprendre mon stylo, à écrire, à poursuivre au moins la lecture d'un roman, d'une pièce, la réécriture d'un poème. Tout autour de moi, il n'y a rien que des murs silencieux et des êtres qui sanglotent, sans bruit. Trempé de sueur, je vois les étoiles à travers le plafond percé par une balle. Je passe mes mains dans mes cheveux. Mon pantalon humide colle à mes jambes. J'entends un bruit. Je me retourne. Personne d'autre dans la pièce. Je ne sens plus mon corps. Je regarde dans le miroir. C'était le claquement de mes dents. Il y a toujours cette horloge au mur. Chaque fois que j'entre dans ma chambre, elle m'intrigue. J'ai envie de la décrocher, de voir l'autre face de son visage. Je voudrais voir comme elle a vieilli. Mon père l'a achetée quand j'étais enfant. Je voudrais compter ses dents pour connaître son âge. Mais l'horloge ne vieillit pas. Les chiffres ne changent jamais. Moi seul, je change. Et puis, il y a le fauteuil à bascule. Je suis assis dedans, seul dans la pièce. Je me balance sans arrêt. Je ne fais rien qu'imaginer le mur criant à l'horloge « Arrête ton tic-tac, tu me casses les oreilles !» Je regarde les fissures dans la peinture du mur. Il n'y a plus que le bruit de l'horloge. Les trous d'obus me dévisagent chaque fois que j'entre dans la pièce. L'horloge n'a pas été blessée dans cette attaque. J'enlève à la hâte les piles de l'horloge et je lui murmure « Je t'emmène chez le médecin. » Même si tu n'es pas la seule à être malade. La peinture ne s'écaille plus. J'emmène l'horloge chez l'horloger, je lui demande de la rendre muette. Il lui retire les cordes vocales et recoue la bouche. Je n'ai pas pu voir les dents de l'horloge. Je n'ai pas demandé au docteur. À la maison, je remets les piles.
L'horloge recommence à marcher, sans bruit. Le silence de la pièce grandit. Je retourne m'installer dans mon fauteuil. Je lis des poèmes à voix haute pour rompre les fils du silence qui pendent du plafond. La nuit, une brise glaciale s'introduit par les trous du mur. Je déchire les pages que j'ai fini de lire. Je m'en sers pour boucher toutes ces petites fenêtres. Des fenêtres sans forme et sans vitre. Le lendemain, j'arrive au travail avec 2 heures de retard. L'horloge, après son traitement, était déréglée. Elle m'aurait certainement prévenu si elle avait pu parler. J'essaie de mettre l'horloge à l'heure, mais le chiffre 4 tombe de son visage. Comme si elle avait perdu une dent de devant. Quatre jours plus tard, mon frère Hudhaifa meurt. Nous aimons ce que nous avons, aussi infime que ce soit. Sinon, tout disparaîtra. Sinon, nous n'existerons plus. Il n'y aura plus rien ici pour nous. Devant nous, il y a ce que nous construisons. Nous ne pouvons pas encore le voir, nous en faisons partie. Un jour, bientôt, cet immeuble pourra tenir debout seul. Et nous serons les arbres qui le protégeront du vent féroce. Les arbres qui donneront de l'ombre aux enfants qui dorment ou qui font de la balançoire. Je ne suis ni dedans, ni dehors. Je suis entre deux. Je ne fais partie de rien. Je suis l'ombre de quelque chose. Au mieux, je suis une chose qui n'existe pas vraiment. Je suis en apesanteur, un grain de temps à Gaza. Mais je resterai là où je suis. À Gaza, certains d'entre nous n'arrivent pas à mourir complètement. À chaque bombe, à chaque éclat d'obus qui frappe nos tombes, chaque fois que les décombres s'entassent sur nos têtes, nous sommes réveillés de notre mort provisoire.
Lequel de moi comptez-vous interroger? Je suis plusieurs. Il y en a que je ne connais même pas. Allez-vous interroger mes habits? Mes livres? Mon dentifrice? Mon peigne? Les couches et les lingettes de mon fils? Les aliments que mon ventre n'a pas encore digérés? Ils seront expulsés avant que j'obtienne mon visa. Ils auront fait le voyage avant moi. Vous me demanderez les noms de mes frères et sœurs. Certains sont morts. Aurez-vous besoin de leurs noms à eux aussi? Comptez-vous les ressusciter? Je ne connais pas toutes leurs dates de naissance. Je me rappelle seulement la date de la mort de mon jeune frère, le 14 octobre 2016. Vous me demanderez la liste de mes adresses durant ces 6 dernières années. Nous habitions au nord de Gaza. À chaque attaque israélienne, nous étions déplacés. Nous vivions dans une école de l'UNRWA, ou chez ma tante, ou dans la rue. Vous demanderez la liste de mes adresses mail et de mes numéros de téléphone de ces 5 dernières années. Je ne m'en servais que lorsque nous avions l'électricité et qu'il y avait quelqu'un pour répondre. J'ai perdu 3 amis chers en 2014. Ezat, Amar et Ismaël. Vous me demanderez de vous donner mon site web, ma vie sur la toile. Mais je ne suis pas une araignée. Et mon site est partout où poussent les roses. Partout où les nuages projettent leurs ombres sur des maisons sans toit. Où les bombes ne frappent pas. Où les enfants ne confondent pas leur fumée avec un nuage. Quand vous m'ouvrirez l'oreille, faites-le très doucement. La voix de ma mère persiste encore quelque part. Sa voix est l'écho qui m'aide à retrouver l'équilibre lorsque j'ai des vertiges à force d'hypervigilance. Vous y trouverez peut-être des chansons en arabe, des poèmes en anglais récités à moi-même, ou le chant que j'adresse aux oiseaux gazouillant dans la cour. En recousant la plaie, n'oubliez pas de remettre toutes ces choses dans mon oreille. Mais surtout, remettez-les dans l'ordre. Comme vous rangeriez vos livres dans votre bibliothèque. Le bourdonnement du drone, le F-16 rugissant, les hurlements des bombes lâchées sur les maisons, sur les champs, sur les corps, le fracas des tirs de roquettes au loin. Retirez tout cela de mon petit conduit auditif.
Vaporisez la plaie du parfum de vos sourires. Injectez le chant de la vie dans mes veines pour me réveiller. Battez doucement le tambour pour que mon esprit danse avec le vôtre, cher docteur. Jour et nuit. Mon père m'a donné un prénom difficile avec 2 lettres qui n'existent pas en anglais. Mon père ne savait pas que j'aurais des amis anglophones qui me demanderaient sans arrêt comment prononcer mon nom ou qui éviteraient de le dire. Mais tu sais, papa, j'aime entendre les autres m'appeler par mon nom. Surtout mes amis. À l'origine, mon nom lui-même signifie « difficile ». On dit qu'un chameau est moshab quand il est difficile à monter. En fait, moi, je ne suis pas difficile. Je vais me déshabiller et vous montrer mes épaules. Voyez la poussière qui s'y est déposée. Ma poitrine. Voyez comme les larmes l'ont mouillé. Mon dos. Voyez comme la sueur l'a rendu moite et pâle. Mon ventre. Voyez comme les poils ont recouvert mon nombril, par où me nourrissait ma mère avant ma naissance. Là où, à ce qu'on dit, l'ange de la mort me transpercera pour emporter mon âme. Et maintenant, la nuit, j'ai mal quand la tête de mon fils est posée sur mon ventre. Mes habits me semblent trop larges, quand les autres les trouvent trop étroits. Et lorsqu'un employé de la compagnie d'assurance me téléphone et prononce mon nom en anglais, je vois dans le miroir l'ange de la mort. Et ses yeux me regardent m'écrouler sur ce sol étranger. Mon grand-père comptait sur ses doigts les jours qui nous séparaient du retour. Puis il se mit à compter avec des pierres.
pas assez. Puis il compta avec des nuages, des oiseaux, des gens. L'absence finit par être trop longue. 36 années jusqu'à sa mort. Plus de 70 pour nous à présent. Grand-père a perdu la mémoire, a oublié les chiffres, les gens, le pays. Si j'avais été avec toi, grand-père, j'aurais appris tout seul à t'écrire des poèmes. Des poèmes par dizaines. À peindre notre pays. Je t'aurais cousu avec de la terre un vêtement décoré de plantes et des arbres que tu avais fait pousser. J'aurais fabriqué pour toi du parfum avec les oranges, du savon avec les larmes de joie du ciel. Rien n'est plus pur. Je vais au cimetière tous les jours. Je cherche ta tombe, en vain. Ils sont sûrs de t'avoir enterré ? Ou tu t'es transformé en arbre ? Ou tu t'es peut-être envolé vers nulle part, sur les ailes d'un oiseau ? Je mets ta photo dans un pot en faïence. Je l'arrose le lundi et le jeudi quand le soleil se couche. On m'a dit que tu jeûnais ces jours-là. Pendant le ramadan, je l'arrose tous les jours. 30 jours. Un peu moins. Un peu plus. De quelle taille veux-tu notre pays ? J'écrirai des poèmes jusqu'à ce que tu sois content. Je peux, si tu veux, annexer 1 ou 2 planètes voisines. Dans ce pays, il n'y aura pas de frontières. Pas de signe de ponctuation. Il y a tant de bruit depuis si longtemps. Je cherche un enregistrement de silence à mettre dans mes vieux écouteurs. À tous et à toutes et merci d'être là. On vient d'entendre la comédienne Mouna Soualem accompagnée par Charbel Babel. Merci à tous les deux, je ne sais pas s'ils sont toujours là. Merci à tous les deux pour cette lecture magnifique de ce que vous trouverez caché dans mon oreille, le premier livre de Mossab Aboutoa. Bonsoir Mossab Aboutoa. Et merci à Tania Géorgie qui va nous permettre d'échanger ce soir en français. Donc vous êtes un poète et universitaire palestinien, vous avez passé la majeure partie de votre vie à Gaza, vous vivez aux États-Unis aujourd'hui depuis quelques mois.
Alors, ce que vous trouverez caché dans mon oreille, c'est donc un recueil qui vient d'être publié chez Julia. Alors, hasard de l'édition, il est publié maintenant, mais il avait été publié en langue originelle, en anglais, en 22. Donc, c'est des poèmes qui parlent de la situation à Gaza avant le 7 octobre. On l'a entendu, donc ça nous permet d'approcher le quotidien de la vie dans la bande de Gaza. C'était l'objectif peut-être d'essayer de partager cette vie quotidienne particulière. Bonjour, bonsoir, everyone. Sorry. Thank you so much for this opportunity to speak to you. So this book was published in April 2022, and many of the poems in the book were written even before. And unfortunately, we are now talking about poems that were written years before, and the same things are happening, and the same people are being killed, and the same land is being pulverized by the Israeli military attacks. Bonsoir. Merci de me donner cette opportunité de pouvoir donc m'adresser à vous ce soir. Donc, ce livre a été effectivement publié en avril 2024, mais il a été écrit longtemps avant, donc de nombreuses années avant. Mais malheureusement, en fait, ce qu'on observe, c'est que les mêmes choses sont en train de se répéter, les mêmes gens, les mêmes personnes sont en train de se faire tuer, de se faire pulvériser, la même terre est en train de se faire massacrer. À partir de quand dans votre vie vous vous êtes mis à écrire? Yeah, I started writing poetry after the 2014 Israeli 51-day attack on Gaza, which took the lives of three close friends of mine, and I mentioned their names in the poem that Mona recited, and also in one of my poems in the new poetry collection that's called Forest of Noise. My poem, No Art, I said that I lost 3 friends to war, a city to darkness, and a language to fear. Alors, j'ai commencé à écrire en 2014 lors de l'attaque, des attaques qui ont eu lieu cette année-là. Donc j'ai perdu malheureusement 3 amis au cours de ces attaques. Mona les a mentionnés dans son poème. Je leur ai consacré un poème dans cet opus, et je les mentionne également dans mon dernier recueil qui est une forêt de bruit, A Forest of Noise. Et donc, dans lequel je dis... I lost 3 friends to war. J'ai perdu 3 amis a city to darkness, à la guerre, and a language to fear. Une ville au profit de l'obscurité, et a language to fear. Et une langue à la peur. So, I will continue my answer. So I was posting in 2014. I was posting on my Facebook account about what I was seeing as a human being. I was not writing because I was a poet. I even did not call myself a poet when I was writing. So I was like a child who is discovering the world around him, who started to crawl, and then he started to stand and fall, and then he started to walk, and then he started to run, and then he started to be run after. Sorry, I'm giving you. J'ai commencé à poster en 2014, à publier des posts sur Facebook en tant qu'être humain qui observait, qui regardait autour de lui, et non en tant que poète. Je ne me définissais pas à l'époque en tant que poète, mais comme un enfant qui découvrait la vie autour de lui, qui apprenait à ramper, puis à marcher à 4 pattes, puis à marcher, à tomber, ensuite à courir, et enfin à courir pour se sauver parce qu'on lui courait après.
Yeah, and then when I started working on establishing the first English language library in Gaza, the Edward Said Public Library, which unfortunately, along with 70% of the buildings in Gaza, have been destroyed, the two branches that I established. So as I was working on the libraries, I got connected with writers from outside of Gaza. Lorsque je fondais la librairie, enfin plutôt la bibliothèque Edouard Saïd, bibliothèque et librairie Edouard Saïd, qui a 2 antennes et qui ont toutes les deux malheureusement été détruites. Donc j'ai commencé à travailler donc en grande partie. You mentioned something about 70%. 70% of the buildings, hospitals, houses, universities were Comme destroyed. 70% en fait des bâtiments, des maisons, des hôpitaux ont été détruits. Donc j'ai été en contact avec de nombreux intellectuels, avec de nombreux personnes de lettres, donc qui m'ont permis justement en fait de faire fonctionner ou d'ouvrir cette bibliothèque, ces bibliothèques. Last thing. And it was during that time that I introduced myself to other writers, not only as someone who wanted to build a library, but also as someone who wants to contribute to the literary scene in the world. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me présenter aux autres écrivains, non seulement comme quelqu'un qui veut construire une bibliothèque, mais quelqu'un qui veut contribuer à la scène littéraire mondiale. Mais pourquoi la poésie plutôt que le roman, par exemple? Why did you choose poetry instead of novels, for instance? Okay. I mean, I'm not saying that I'm not writing fiction or non-fiction. I write essays, and I have some short stories in Arabic. But for me, I write poetry in both languages, by the way. But I write poetry more in the English language because it is my way of communicating with the outside world. Many of whom are contributing to the genocide that is taking away everything that I had and everything that I love. Alors, je ne dis pas que je n'écris pas aussi de la fiction, des ouvrages d'autres. J'écris de la fiction, des ouvrages de non-fiction, j'écris des nouvelles, des essais également, surtout en arabe. Et j'écris également de la poésie en arabe, mais aussi, surtout, la poésie, je l'écris en anglais, parce que c'est ma façon d'exprimer, de raconter un petit peu au monde extérieur ce qui se passe, le génocide qui est en cours. But why poetry in particular, from among other literary forms, is because the poem is the medium, it is the form that helps me reflect on the experience and also share what it means to see and witness everything that I'm seeing. I show my feelings, which is not easy. Alors, pourquoi la poésie, pourquoi le genre poétique en particulier? Parce que je le vois comme un moyen, comme un médium artistique qui m'aide non seulement à réfléchir, à appréhender ce que je vis, mais aussi à le partager avec les autres, à montrer, à exprimer mes sentiments d'une façon que ne peut pas le faire d'autres médiums ou d'autres façons de s'exprimer. And there is this famous definition of poetry, which says that poetry is the best words in the best order. And I, as a Palestinian poet who is chronicling the genocide of his people, would add to that definition in the right time. So poetry does not wait. It's not only about words, about order. It's also about the time. So poetry is the one thing that helps me do these three things. Donc aussi, on dit que la poésie, c'est écrire les meilleurs mots dans le meilleur ordre. Mais ce n'est pas seulement écrire, donc c'est une question, je suis en train de servir de chroniqueur de ce que vit mon entourage en ce moment, et c'est aussi le meilleur moment. Ce sont les meilleurs mots dans le meilleur ordre pour les décrire au moment juste. On a parlé de poésie documentaire ou poésie reportage. Ça vous paraît adapté comme formulation? So your poetry was labeled as a documentary poetry, or do you think that
this label is adequate, or is it sufficient? Yeah, I think there is a term in the English language which is called witness poetry. And yeah, I think I'm writing poetry not about things that I wish I could see or things that I dream about. I mean, I'm writing poetry about things that I see, that I live, that I survive. So I can't be in Gaza right now and talk about my dream of surfing the sky over a cloud or what it means to live in a place that is empty of people. But I'm talking about things that happen 24/7 and that not only happens, but happens again and again. Alors, il y a une expression en anglais qui s'appelle la poésie témoin, la poésie témoignage. Donc ça correspond un petit peu à ce que je fais. En effet, je n'écris pas sur ce que je souhaite vivre ou ce que je souhaite voir. Je vis une véritable tragédie, donc j'écris, je suis en train d'écrire, de relater ce que je vois, ce que je vis. Donc je vis à Gaza et donc je parle de Gaza. Je pourrais écrire et parler du fait que j'aimerais bien surfer dans le ciel au-dessus des nuages, mais je vis dans ce contexte que les gens vivent, que j'ai vécu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça se répète encore et encore. One last thing. When we talk about documenting something, you talk about writing and reflecting on something that usually happened in the past. But what's happening is that, for example, this poetry book was published in 2020. As I mentioned, some poems were written in 2016 or 17 or 18. So we document something that ended and that we wish will never happen again. But in this case, in Gaza case, in Palestine case, you write something and it happens again 2 or 3 years later. For example, there is not one poem. Alors, lorsqu'on documente quelque chose, lorsqu'on documente un vécu, on se pose, on écrit et on réfléchit sur ce qui s'est passé, ce qui est déjà dans le passé. Et effectivement, ce livre a été publié en 2022. Il y a des poèmes qui ont été écrits et composés en 2016, en 2018, d'autres années. Mais en général, lorsqu'on documente, on documente quelque chose qui s'est terminé. On se dit, voilà, c'est fini, et nous espérons que ça n'arrivera plus jamais. Mais ces choses arrivent à nouveau, encore et encore, 2 années plus tard, 3 années plus tard. So for example, there is a poem called Shrapnel, Looking for Laughter. And I wrote that poem in May 2021. And it's about a family that was killed in an Israeli airstrike on May 14th, 2021. Mm-hmm. The whole family was killed, the father, the mother, and the 4 children. The oldest was 10 years old. Mm-hmm. And now we are living for 13 months, the same poem happening again and again. I personally lost 3 first cousins, 2 of them with their husbands and their children. So the poem was written in May, but it doesn't mean that it's not going to happen. It happened hundreds of times. Donc, par exemple, j'ai écrit un poème sur un éclat d'obus qui recherche une cible. En fait, ce poème, je l'ai écrit en mai 2021, le 14 mai 2021. Ça parlait justement d'une roquette qui était tombée et d'une famille, donc d'éclats d'obus qui avait tué une famille, donc une famille de voisins, dont un enfant de 10 ans. Dans ce même mois, à ce même moment, j'ai perdu 3 cousins, donc 3 cousins et cousines avec leur mari, enfants. Et ce ne sont pas juste des anecdotes qui sont dans le passé, ce sont des choses qui se répètent encore et encore.
Mais vous parvenez à travailler à la fois l'intime et le collectif. Comment vous faites à passer comme ça, à la fois sur votre situation personnelle et la situation de la population entière? You work and you talk about intimate things, personal stuff and collective stuff. How can you manage to do both? There is no distinction between the personal and the collective, because the story that I lived, the story I survived, other families did not survive. And the stories that other people lived through and survived, I could have lived that experience. So my story is other people's stories, and other people's stories are my story, but only luck saved me or saved them from a certain experience. On ne peut pas vraiment faire de distinction entre le personnel et le collectif, parce que mon histoire et ce que j'ai survécu, ce à quoi j'ai survécu, d'autres n'ont pas survécu. Donc ce qui leur est arrivé aurait pu m'arriver, et ce qui m'est arrivé aurait pu arriver à d'autres personnes. Donc il y a toujours cette projection, et on se dit toujours, c'est seulement la chance qui m'a sauvé. J'aurais pu être à la place de ces personnes. So I talked about the poem, that certain poem, Shrapnel Looking for Laughter. And in 2021, when Israel attacked Gaza for 11 days in May, it was the first time for me to live under war as a father. So I wrote that poem from the point of view of a father. Who could be me? I could be killed in that airstrike. But will there be anyone writing about me? So I did that work, giving voice to the people who did not survive even to tell their stories to anyone. Donc, lorsque j'ai écrit ce poème Éclat d'obus, recherche, rire, donc c'était pendant les attaques de 2021, c'était la première fois que je vivais les guerres, les attaques en tant que père. Donc je l'ai raconté du point de vue d'un père. Si je me dis, voilà, si c'était moi qui étais mort à la place de ce père de famille, est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour raconter mon histoire? Donc en fait, j'ai voulu donner une voix à ces personnes qui n'ont pas pu raconter ce qu'elles ont vécu. Yeah, and by the way, there is in the opening of my second poetry book, I say that every child in Gaza is me, every father and mother is me, every tree is my leg, every plant is my arm, every hole in the earth is my wound. So I am Gaza, and Gaza is me, and everyone in Gaza is me. Je vais zapper quelques vers. Donc, c'est d'ailleurs lorsque j'ai écrit dans l'ouverture, dans l'introduction de mon second livre de poésie, qui vient d'être publié en anglais, j'ai écrit justement, j'ai parlé je dis, chaque enfant de Gaza est moi, chaque père et chaque mère. Et chaque mère est moi. Chaque oui. Every tree is my leg. Chaque arbre est ma jambe. Chaque trou dans l'air est ma blessure. I think I forgot something. I think I forgot someone. No, something. Every The one child before. is me, every father and mother is me, Yes. every tree is my leg, every plant is my arm. Chaque plante Every hole est in the mon ground. bras. Désolée, j'ai oublié ça. D'accord. Je suis Gaza et Gaza est moi. Nous lirons le livre qui va, j'espère, être traduit bientôt, le nouveau livre. Mais comment vous trouvez ces images? Il y a une dimension littéraire évidente quand on entend le poème qui a été lu sur ce que vous trouverez caché dans mon oreille, c'est le titre. Comment vous trouvez ces images-là? How do you find these images? Like, for instance, why did you decide what you would find hiding in my ear? Comment vous écrivez? Voilà. Well, how do you write? How do you find the images that you describe? I think the horror of the life that I had, not only because of the war, but also because of the limitation that Israel imposes on us as Palestinians in the Gaza Strip. So I think I lived a horrible life.
I was wounded in an airstrike in 2009. I was 16 years old. I survived death by chance. A piece of shrapnel cut through my neck just a few centimeters away from my windpipe, and I have a poem about this in this poetry collection. Donc, je pense que, en fait, l'horreur de ma vie, parce que l'horreur que j'ai vécue dans ma vie, parce que je n'ai pas seulement vécu la guerre, et je ne parle pas seulement de la guerre, je parle aussi, enfin, j'ai vécu, ma vie est une histoire d'horreur parce que, à cause de toutes les limitations qui sont imposées par les pouvoirs israéliens sur Gaza. Donc, en 2009, j'ai été blessée dans des attaques aériennes. J'ai reçu un éclat d'obus dans le cou et mon pharynx a été partiellement sectionné. Donc, j'ai failli perdre la voix. And also my life as someone who was born in a refugee camp in 1992. And then, you know, the refugee camp is a very small place. So, for example, the Jabalia refugee camp, where my mother was born, and where we lived after we had to evacuate our house in Beit Lahia last October, is built on an area of half square kilometer, and more than 100,000 people live there. So I lived in a refugee camp, and then in 2000, we moved to live in an agricultural town called Beit Lahia. So this big difference between a refugee camp and a city allowed me to see things from a different perspective. Lorsque je suis née en 1992 dans un camp de réfugiés à Jabalia, dans le nord de Gaza. Le camp fait un demi-kilomètre carré et abrite 100 000 personnes, 100 000 habitants. Donc vous pouvez imaginer un petit peu la densité. En 2000, nous avons déménagé, nous sommes allés à Beit Lahia, habiter à Beit Lahia, un peu à la campagne, si on peut appeler cela comme ça. Et cette différence d'avoir un petit peu plus d'espace, ça m'a permis de réfléchir sur ce que j'avais vécu, sur comment je vivais. This is how I understand it. I mean, the attention that I pay to things is, I think, from the big move from a refugee camp to a city that is full of eggplants, of strawberry plants, of corn fields, of a clear sky that is close to the sea. Even though I was born on a Shati refugee camp, which means beach refugee camp. So this big move, you know, contributed to my sensitive personality of paying attention to things around me. And also I had a very fragile character when it comes to watching other children killed. For example, Mohammed al-Durra in 2000, also Iman Hijju. So I remember I would break down crying when I saw the children being carried to the cemetery. Donc ça, c'est vraiment l'événement qui a marqué où j'ai remarqué, mais j'ai commencé à accorder de l'attention aux choses, aux détails. Par exemple, tout ce qui m'entourait, les fleurs, les arbres du verger, les plantes d'aubergines, le ciel au-dessus de moi, la mer. Certes, j'avais grandi dans le camp Al-Shati, qui veut dire le camp de la plage, mais je ne faisais pas attention à la mer, je ne la voyais pas. Tout ça, ça a accru ma sensibilité, ça l'a déchaînée. J'ai commencé à faire attention à tout, à toutes les choses. Et je pense que j'ai une personnalité assez fragile à la base. Lorsqu'en 2000, à l'issue des attaques de 2000, j'ai été très marquée par la mort de Mohammed al-Durra, de Iman Hijju, à qui j'ai consacré également des poèmes. Donc à l'époque, j'ai vu les gens les porter, aller les enterrer, et je me suis mis à pleurer. Il y avait une tristesse vraiment infinie, je pleurais, je n'arrivais plus à m'arrêter. So in a nutshell, I would say that the trauma that I experienced as a child, and then as someone who got injured, and then someone who was abducted, and then someone who lost so many friends,
and who has never been able to leave Gaza until the age of 27. This is one thing, this trauma. And then the discovery of new things on two levels. When we moved from the refugee camp to Beit Lahia in North Gaza, and also when I left Gaza to discover that the world is not 200 times bigger than Gaza, but hundreds of thousands of times. Alors donc j'estime que c'est ce traumatisme qui m'a marqué en tant qu'enfant, qui m'a tous ces traumatismes que j'ai vécu, la guerre, ma blessure, j'ai été enlevée, j'ai été détenue. Donc lorsque je suis partie, lorsque j'ai quitté Gaza pour la première fois, j'ai découvert que le monde, donc déjà il y a eu plusieurs étapes. Déjà il y a eu le passage du camp à Beit Lahia, où j'ai découvert un univers un peu plus grand, et ensuite il y a eu le départ, la première fois où j'ai quitté Gaza, et là je me suis rendu compte que le monde n'était pas 200 fois plus grand que Gaza, c'était mais des centaines de milliers de fois. C'est bon. C'est bon. Il m'avait écrit quelque chose. D'accord. Bon, merci Moussa Baboutoua pour cette rencontre. Donc, ce livre, vous pouvez le trouver à la librairie en face de la Maison de la Poésie. Et Moussa Baboutoua sera dans le hall si vous voulez continuer cette discussion et il pourra signer des livres. Merci pour votre écoute et merci d'être là. Merci. Thank you.